à ce type de recherche-là, parce que nous disons que ce ne sont pas les Syro-Libanais présents ici en 1948 qui ont apporté la religion musulmane. Parce que les musulmans sont présents dans notre région avant même l'arrivée de Christophe Colomb, et dans l'époque post-colombienne, les Africains musulmans qui ont été déportés en esclavage, ils ont joué quand même un rôle important dans, comment dirais-je, la démarche de cette population africaine pour la liberté. Maintenant, c'est vrai que on peut dire qu'il y a une confrontation, il y a une émulation, parce que certains voudraient peut-être cacher cet aspect-là pour faire croire que, voilà, qu'ils sont à l'origine de l'introduction de l'islam, de la religion musulmane en Martinique. Ça, c'est leur problème. Mais la vérité historique est que l'islam, il est présent et qu'il y a différentes associations, différents groupes qui font des recherches. Je pense que ces recherches ne vont pas à l'encontre de tel ou tel groupe, mais ne peuvent que favoriser comment dirais-je, la connaissance de l'islam. Mais vouloir venir avec un certain retard et vouloir s'imposer comme centre culturel, centre de la religion, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a des Antillais qui peuvent dire que nous avons connu un certain nombre d'immigrés et dans leur comportement et dans leur présence, il n'y avait véritablement rien de religieux, rien de culturel auparavant. Comment veulent-ils maintenant s'imposer comme centre culturel, centre religieux? Non, c'est-à-dire l'islam n'appartient à personne. C'est une religion ouverte qui n'a pas de clergé et que par conséquent, tout musulman martiniquais, antillais, qui aura les connaissances, les facultés et qui aura les relations qu'il faut pour s'organiser avec le monde musulman et pour créer des institutions en Martinique pour développer l'islam, eh bien, son travail est reconnu et son travail devrait apporter quelque chose à la communauté musulmane locale et aussi à la communauté islamique mondiale, parce que nous, les musulmans, nous faisons partie d'un ensemble et aujourd'hui, nous comptons, puisque nous sommes 1,5 milliard musulmans de différentes races et que nous, les Antillais aussi, nous comptons dans cette grande communauté, et tout ce que nous avons à faire, c'est que nous voulons, comme je vous l'ai dit, faire connaître mieux notre religion, essayer d'apaiser aussi les tensions et puis les incompréhensions, dissiper les incompréhensions, parce que, comme dit M. Le Pen, vous voyez bien que l'islam, le musulman, n'est pas quelqu'un de dangereux. Donc il faudrait quand même qu'on parle, qu'on s'exprime pour éviter que d'autres Le Pen, parce que d'autres Le Pen ici en Martinique puissent, dirais-je, considérer que les musulmans sont... Effectivement, on dit qu'au niveau mondial, l'évolution de la spiritualité a estompé un petit peu les bastions de l'athéisme. C'est vrai parce que on voit qu'en Union soviétique, pendant un certain temps, il y avait une chape de plomb sur beaucoup de nations qui, à cause de leur... Je ne vais pas parler seulement des musulmans, mais il y avait les chrétiens orthodoxes qui, sous le régime en Union soviétique, ils sont restés un certain nombre de temps, on dit, vraiment dans une situation qui n'était pas vraiment la démocratie. Et on a vu qu'à un certain moment, que les choses ont changé. Chaque peuple a pu avoir quand même un espace pour, on peut dire, d'indépendance. Hein, et aussi, ça a été valable pour les peuples, comment dirais-je, des peuples orthodoxes, ça a été valable aussi pour les peuples musulmans. Et on a vu avec la Tchétchénie, beaucoup d'autres peuples aussi musulmans dans le Caucase. Ce sont des peuples qui sont fiers et ce sont des peuples qui, comme notre peuple martiniquais, aspirent quand même à une
certaine dignité. Et aujourd'hui, ça se voit dans, comment dirais-je, au Daghestan, pas mal de petites républiques où de petites nations musulmanes commencent à s'agiter pour justement leur libération. Donc l'islam n'est pas quelque chose qui va contrarier la culture antillaise, parce que l'islam ne s'impose pas. On ne peut pas imposer l'islam comme un groupe de gens ou un parti va essayer de tenter par la force de soumettre, de transmettre à une majorité de gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est pas comme l'idéologie matérialiste qui dit que bon voilà, un groupe de gens, un parti politique va imposer. Non, l'islam ne s'impose qu'à ceux qui l'acceptent. Et que dans cette situation, ce que l'islam aussi demande, si par exemple, par malheur, il y avait un régime qui censurait les intellectuels, considérait qu'il fallait, comment dirais-je, qui censurait les intellectuels, réprimait les libertés, etc., empêchait aux chrétiens d'aller pratiquer leur culte, évidemment, l'islam serait en état de guerre face à ce régime-là et que on dirait que... Mais il est bon il faut laisser parler, moi je pense tout le monde, et il est bon que les musulmans, comme vous puissiez s'exprimer, parce que j'avais demandé aux téléspectateurs qui avaient des questions à poser de ne pas hésiter à téléphoner au 60 24 40 à ITC ou bien au 62 68 60 dans mon entreprise. Et on a eu des coups de fil effectivement à propos de l'islam, et il y a des téléspectatrices qui ont dit qu'elles ont eu des expériences malheureuses avec l'islam parce que pratiquement beaucoup de celles qui ont épousé des musulmans et qui sont allées vivre en Afrique sont revenues à bride abattue parce que au niveau disons des conceptions de la famille, que ça ne collait pas du tout. Et il y en a beaucoup, justement, les femmes qui ont épousé des musulmans, soit des musulmans blancs, des arabes, et qui sont allés en Afrique du Nord, ou bien des musulmans noirs sont allés en Afrique, ne se sont pas entendus, ils sont revenus. Il y en a beaucoup qui sont revenus, et il y a 2 ou 3 qui ont téléphoné l'autre jour pour dire ça, il faut signaler ça, quoi, qu'il y a des problèmes quand même culturels. Mais, oui, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire que comme disait Roger Gaudi, parce que vous savez que c'était un idéologue du Parti communiste qui a toujours des liens avec le Parti communiste, qui a fait aussi une analyse positive du marxisme, qui disait qu'avant de connaître les musulmans, il faut connaître l'islam. C'est très clair. C'est que, je vous dis une preuve, aujourd'hui nous sommes 1,5 milliard musulmans. Les musulmans, regardez l'Europe qui forme une nation unique, une monnaie unique, une armée unique. Pourquoi, si les musulmans aimaient vraiment l'islam, pourquoi ne se rejoignaient-ils pas autour de l'Arabie Saoudite, de la Mecque, pour former un État unique, une monnaie unique, une armée unique? Pourquoi aujourd'hui ils s'entre-déchirent? Ils s'entre-déchirent parce que, comme nous dit le prophète, comme nous dit les livres de sciences islamiques, eh bien, parce qu'ils ne sont pas des bons musulmans, parce qu'ils doivent s'efforcer, on doit s'efforcer de revenir. Peut-être que les musulmans se sont éloignés du vrai islam, ils sont éloignés du Coran et de la Sunna, parce que, vous voyez, il y a des États comment dirais-je, qui veulent exister et qui considèrent l'islam comme quelque chose de secondaire. Eh bien, si vraiment ils avaient cet amour de l'islam, eh bien, cette grande nation d'1,5 milliard se serait réunie autour de la Mecque. Ils auraient fondé comme une communauté unique, une monnaie unique, une puissance unique. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Qu'on ne vienne pas nous raconter que, comme disait Amadou Bamba, il ne faut pas confondre l'arabisme et l'islam. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont essayé de faire passer en Afrique ou dans notre milieu l'arabité à l'islam. L'arabité, c'est l'ethnicité d'un peuple. Tandis que l'islamité, c'est la foi universelle de tous les musulmans, quelle que soit leur race. Bon, maintenant, c'est vrai que peut-être que les auditeurs qui ont appelé
ont été victimes de situations parce qu'ils ont eu affaire avec des gens qui ne pratiquaient pas du tout l'islam et qui se disaient, bon, je suis musulman parce que je suis arabe ou je suis africain, etc., etc. La race n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la femme, si quelqu'un pratique les recommandations islamiques, eh bien déjà la femme, comme je vous dis en islam, elle a beaucoup plus de droits. Ça veut dire que l'homme, dans la vie commune, il n'a pas le droit de toucher aux biens propres de la femme. Ça veut dire la femme, elle n'est pas obligée de mettre son argent ni elle n'est pas obligée d'investir son argent dans le fonctionnement du foyer, ni pour s'habiller, ni pour quoi que ce soit. C'est l'homme qui prend toute la responsabilité, d'une part. D'autre part, la femme, normalement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas comme dans le christianisme, elle a le droit de demander le divorce. Elle a le droit de contester. La femme musulmane, ce n'est pas quelqu'un qu'on veut présenter, qu'on présente d'une manière caricaturale, qui est opprimée et tout. Non, la femme, ce que la femme musulmane, elle a une responsabilité, elle doit éduquer des enfants, c'est le patrimoine des générations futures est sous sa responsabilité, donc cette femme-là, elle cherche à se préserver. Mais dans ses rapports avec l'homme, eh bien, ce sont des rapports qui sont des rapports égalitaires. La seule chose, c'est que il est bien évident que dans l'islam, il existe la polygamie. On peut considérer, certaines personnes peuvent considérer que la polygamie, c'est une forme d'injustice. Mais s'il nous faut étudier bien ces aspects-là, eh bien, nous verrons que même en dehors de l'islam, la polygamie existe. Et je veux dire qu'il y a des cas, il y a des cas, si par exemple, si par exemple vous avez une femme et qu'elle est paralysée, donc vous n'allez pas la divorcer comme le veut la loi occidentale pour chercher une autre. Eh bien dans l'islam, cette femme vous dit, vous pouvez avoir la possibilité de prendre une deuxième épouse. Donc je crois qu'effectivement que ces gens qui ont appelé ont peut-être été confrontés à des cas où elles ont eu affaire à de mauvais musulmans. Mais il ne faut pas confondre l'islam avec le comportement des musulmans. Un bon musulman, s'il se conforme exactement à ce que dit l'islam, le Coran et les traditions du prophète, il a une attitude exemplaire. Il est quelqu'un de bon. Mais si, il fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie, et qu'il se réclame en même temps de l'islam, eh bien, bon, on va arriver à des situations. Mais je vais vous dire une chose. Il y a quand même nous avons reçu aussi des critiques sur le plateau ici qui ne sont pas fondées. Et parce qu'on a dit que, effectivement, cette personne qui présentait cette émission disait des bêtises par rapport aux Juifs. Et ça m'a un peu... je me suis posé des questions, mais j'ai voulu quand même, par respect pour le canal local, apporter les preuves que ces dires ne viennent pas de moi, puisque j'ai porté les versions du Coran qui dit là, je cite, pour que les auditeurs sachent que nous ne venons pas ici dans un but polémique, nous venons ici pour apporter une information, mais lorsque, effectivement, il y a lieu de apporter des éléments pour justifier ce que nous disons, nous avons la possibilité de le faire. Et nous avons, ça c'est le Coran, la traduction, et nous avons la version, le verset 100 qui dit « Il préfère suivre les divulgations faites par les démons sous le règne de Salomon. Ce n'est pas Salomon le coupable, mais les démons qui propagèrent la sorcellerie parmi les hommes et l'art divinatoire révélé aux deux anges Aout et Maout à Babel. Ils ne transmettaient jamais leur secret à quelqu'un sans lui dire « Nous sommes la tentation. Garde-toi de perdre la foi. » Les Juifs apprenaient d'eux le moyen de désunir l'homme d'avec sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission de Dieu. D'autre part, une telle science les initiait beaucoup plus à ce qui était nuisible qu'à ce qui était utile, sans compter qu'ils savaient que les adeptes d'une telle science ne pouvaient attendre aucune indulgence dans la vie future. À quel
Vil moyen ils en sont venus pour acheter leurs âmes, s'ils avaient été bien guidés. Fin de citation. Donc c'est le chapitre lavage, la sourate lavage, le verset 100 du Coran qui nous dit cela. Donc l'autre jour, comme vous voyez, je n'ai pas voulu, parce que je considère les amis chrétiens et juifs comme des êtres humains, comme des compatriotes, s'ils sont des Martiniquais, comme des humains, s'ils sont... Et donc, je n'ai pas envers eux aucun préjugé, tout simplement, s'agissant des choses théologiques qui concernent des choses dites par le Coran. Si je le dis, qu'ils m'excusent, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. D'accord. Bon, mais merci pour la précision. Oui. Ça ne s'applique peut-être pas aux juifs modernes, puisque les choses évoluent. Hein. Bien sûr. Donc il faut préciser ça. Dans le contexte où l'on parle. Voilà, ça c'est au contexte ancien, mais le contexte moderne, quoi. Il y en a qui ont pris ça pour les choses actuelles, quoi. Hein, ce qui ne colle pas tout à fait avec la réalité. Mais une autre question qu'on a posée, oui, alors voilà, c'est comment ça se fait que on parle de musulmans, comment dirais-je, d'islam, alors que les Africains noirs souffrent, et beaucoup de pays sont musulmans, l'Afrique blanche musulmane est extrêmement riche, et les Africains blancs, comme Kadhafi, ne pensent pas donner de quoi s'en sortir aux Africains noirs. Alors tout ce qu'ils leur donnent sont des mosquées, et on trouve tous ces princes arabes, tous ces gars des Émirats, ils ont des hôtels à Paris, en Suisse, ils achètent des choses mirobolantes en Europe. Et ils s'assoient pratiquement chez les Africains à qui ils n'offrent que des mosquées, alors qu'ils auraient pu, au niveau économique, donner un sacré coup de main à l'Afrique, surtout que beaucoup font partie de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Alors ça, c'est une remarque que nous ont faite et certains auditeurs, que je transmets. Oui. Parce qu'effectivement, c'est quand même curieux qu'on a des princes arabes qui ont des flottes, des flottilles, des machins mirobolants, et à côté, il y a les Africains, mon frère n'a rien. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de chercher loin, c'est-à-dire que nous, qui appartenons à la Fédération nationale des musulmans de France, nous sommes martiniquais. Je vous dis que moi, quand j'ai vécu en Martinique, j'étais très jeune. Bien sûr, j'ai voyagé. J'allais acheter quand j'avais 10 ans, j'allais acheter mes pantalons chez les Syriens. Et jamais ils ne m'ont dit une fois qu'est-ce que c'est que l'islam. Bon, je suis devenu musulman parce que j'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé dans le Proche-Orient et j'ai retrouvé d'autres frères musulmans qui se sont convertis en France, qui se sont convertis aux Antilles. Eh bien, avec nos cotisations, nous avons fondé une bibliothèque. Et je vous dis, jamais, pas un seul Syrien n'est venu pour nous faire vendre un livre. Pourquoi? Parce qu'en nous faisant vendre un livre, ça veut dire qu'il faisait fructifier. En fait, nous aurions les moyens de faire fructifier le centre et de propager, voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Et comment ça se fait que nos frères qui sont immensément riches, ils ont commencé une mosquée depuis plus de 16 ans en demandant de l'argent aux musulmans étrangers. Alors que s'ils voulaient véritablement une mosquée, ils auraient pu la créer depuis 50 ans, 1950, avec leur propre argent. Bon. Quand on vient justement à la situation des frères africains, c'est un scandale, effectivement. C'est un scandale parce que la première chose que l'islam, dans ses principes, dans sa doctrine, elle insiste sur la fraternité, la consolidation des liens avec les frères. Effectivement, il est vrai que l'argent de l'islam, l'argent des musulmans, je veux dire l'argent aussi des Africains, l'argent de toute l'humanité, l'argent
se trouve dans des affaires, dans des pays européens, et cet argent profite davantage, comment dirais-je, aux non-africains, aux non-musulmans, qu'aux musulmans. Eh bien, c'est véritablement un scandale. Bon, je ne veux pas mettre à l'index tel ou tel responsable, parce que, vous savez, il faut se dire une chose. Jérusalem, qui est un lieu saint de l'islam, il a été occupé en 1948. Et pratiquement, c'est-à-dire que cette colonisation, elle a mis en place dans les pays, en Turquie, dans tous ces pays, les pays du Maghreb, des dirigeants qui n'ont rien à voir avec les intérêts de l'islam, qui ont à voir quelque chose avec leurs intérêts personnels et leurs intérêts avec les Occidentaux, les colonialistes des Occidentaux. Mais il est bien évident que dans ces conditions, le monde musulman ne peut pas s'unir comme une seule nation pour avoir un marché commun, unique comme celui de l'Europe, une monnaie unique comme celui de l'Europe, et c'est-à-dire potentialiser toutes ces potentialités, ces richesses ne peuvent pas justement être gérées d'une manière convenable pour le bien-être des propres peuples musulmans qui se trouvent dans ces propres pays du Maghreb, qui se trouvent dans ces propres pays musulmans. Et par conséquent, si c'est bien ces pays immensément riches, leurs richesses ne peuvent pas servir au bien de la population locale, eh bien, ils ne peuvent pas servir au bien des Africains. Parce que les Africains eux-mêmes, l'Afrique, c'est un scandale géologique, parce qu'il y a des richesses formidables. Il n'y a pas que des musulmans qui sont des dirigeants. Mais on voit que c'est la même colonisation, c'est le même plan de la colonisation qui s'est abattu sur le monde musulman comme sur l'Afrique, et que, effectivement, ces pays qui sont des pays immensément riches, ils sont les pays les plus pauvres et les peuples. D'ailleurs, il n'y a pas. L'islam dit que le gouvernement de l'islam, c'est un gouvernement de pluralisme. Eh bien, il y a des dictatures, c'est-à-dire les musulmans n'ont pas la possibilité de s'exprimer, sauf à la Mecque où vraiment l'islam est pratiqué, et comme en Iran aussi, il y a une forme de démocratie. Mais dans les autres pays, c'est la dictature. Donc comment voulez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, si tous les pays musulmans, les nations musulmanes ne s'unissent pas autour de la Mecque, de l'Arabie Saoudite, pour former une nation, une véritable nation forte pour émerger sur la scène mondiale, comment vont-ils résoudre leurs propres problèmes? Et comment vont-ils résoudre les problèmes des Africains, les problèmes de l'humanité? Donc, effectivement, je crois que c'est une question de conscience. Je m'exprime en toute liberté parce que je suis dans un pays où nous sommes en train de créer un espace de liberté. Nous sommes dans des lieux où nous créons des espaces d'expression. Mais effectivement, si ce que je dis, je le dis par exemple, je le dis en Tunisie, eh bien je risque de passer à la trappe. Vous comprenez? Donc il faut comprendre cette réalité. Effectivement, les Africains sont de vrais musulmans, ce sont des vrais croyants, mais malheureusement, le contexte même de la colonisation des richesses du monde musulman crée une situation vraiment désastreuse. Et je crois que, effectivement, il faut reconnaître aussi que la Mecque, comme je l'ai dit, la Mecque construit effectivement des mosquées très importantes dans le monde. Elle forme beaucoup de gens, beaucoup aussi d'Antillais. Et il faut se dire aussi que l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite investit dans les grandes institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, et je crois que c'est une manière aussi si par exemple les musulmans ne peuvent pas s'organiser pour créer ce Fonds monétaire international, donc d'après les statistiques que nous avons, l'apport de l'Arabie Saoudite au Fonds monétaire international, c'est cet argent qui va aider le Chili, qui va aider le Venezuela, qui va aider Cuba, c'est une forme d'aide à travers des institutions qui existent. Et c'est vrai que je demande aux gens, puisque je vous disais tout à l'heure que nous avons un centre,
Et nous n'avons pas vu un arabe qui s'appelle Mansour, qui s'appelle Nasser, venir acheter un seul livre parce que il ne faut pas encourager les initiatives des nègres musulmans qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser, qui peuvent s'organiser, qui peuvent créer pour l'islam des institutions libres. Il faut tout simplement des bénis oui, des gens qui sont là pour... voyez. Donc, ce que vous dites concernant cette mentalité anti-islamique qui vient de l'arabité, qui même est contraire à l'islam, puisque l'islam condamne le racisme, et qui, puisque le prophète dit que pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un blanc sur le noir, et vice-versa, eh bien, il y a certains de nos frères, il n'y a pas longtemps, qui ne fréquentaient pas la population, qui se mettaient à part, tout à fait à part. Donc, effectivement, tout ce comportement-là n'a rien à voir avec l'islam, et que nous essayons ici de montrer ce qui est le vrai comportement du musulman pour nous distinguer de tous ces comportements qui viennent des Africains ou qui viennent des gens, des Arabes ou qui viennent des Antillais et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il faut clarifier les choses. Comme disait Roger Garaudy, il faut connaître l'islam. Roger Garaudy dit, je remercie Dieu de m'avoir fait connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans. Donc effectivement, il y a des comportements qui n'ont rien à voir avec. Alors on va terminer l'émission, mais je vais d'abord faire une réserve sur la dernière partie, votre dernière partie, c'est-à-dire en ce qui concerne l'arabité, en ce qui concerne les musulmans blancs, disons non noirs de la Martinique. Je ne serai pas aussi catégorique, mais je pense que c'est une discussion qui ne peut pas avoir lieu en dehors de leur présence. C'est-à-dire que nous avons une coutume, c'est de ne pas accuser ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire que c'est un débat qu'on ne peut ouvrir qu'en leur présence. Ils vont peut-être expliquer pourquoi ils ne sont pas montés. Ils ont peut-être des raisons aussi pour ne pas être montés. Donc c'est pourquoi j'émets des réserves. Bon, chacun est responsable de ce qu'il dit, mais s'il y a un débat qui est souhaitable d'ailleurs à établir entre les arabités et la non-arabité, je pense qu'il faut que tout le monde soit présent. Et je souhaite d'ailleurs qu'on arrive à un moment donné à faire une discussion avec la présence de tout le monde. Non, mais je m'excuse un petit peu, mais je veux dire que, c'est-à-dire que quand on est présent depuis 50 ans et puis qu'on n'a pas tellement fait grand-chose, eh bien, oui, c'est normal que s'il n'y a pas quelqu'un qui critique, qui dit qu'effectivement les choses n'ont pas été faites, c'est qu'on croirait que tout a été fait. Donc c'est un peu une attitude, si vous voulez, qui n'est pas véritablement dirigée contre tel ou tel individu, mais qui veut rendre compte un petit peu de la réalité. Pourquoi nous ne pouvons pas évoluer dans de telles conditions? D'accord, mais moi je n'insiste pas. Il faut un débat où les gens sont présents, ne critiquent pas ceux qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas répondre. Hein? Et je leur demande, s'ils ont des critiques à faire, de téléphoner, et puis on peut organiser un débat où eux aussi vont s'exprimer en tant que musulmans. Oui, absolument. Hein? Voilà. Donc je remercie les téléspectateurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine fois. Alors, la prochaine émission sur les musulmans, sur l'islam, aura lieu dans 8 séances. Parce qu'on fait une fois tous les 8, hein, à peu près, plus ou moins. On respecte plus ou moins, quoi. Voilà. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine fois.
Chers amis du canal local, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Visage d'Afrique. Il est vrai que le fil conducteur des dernières émissions était de répondre à des questions des téléspectateurs qui demandaient quels étaient les avantages des économies de l'indépendance, et nous avons essayé à chaque fois de leur fournir des éléments de réponse. Mais il est vrai aussi que entre certaines émissions, nous avons des invités intéressants qui prouvent la diversité des études sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous recevons M. Abou Barka, qui va se présenter lui-même, qui est, je pense, assez connu en Martinique, et peut-être pas du cadre, mais qui est quand même connu en Martinique, et qui fait partie d'une association, section afro-caribéenne, une association qui présentera lui-même. Donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. Et effectivement, je suis musulman martiniquais et nous avons un certain nombre de structures. Et parmi ces structures, une structure culturelle qui s'appelle Section Afro-Antillo-Guyanaise, Bibliothèque Macandal. Et je vous remercie de m'avoir invité parce que, à mon avis, le travail que vous faites est très important pour marquer la présence africaine dans les Antilles, parce que la majorité de la population descend de l'Afrique. Nous sommes originaires de l'Afrique. Mais pour ma part, ce que je voudrais apporter à travers la bibliothèque, c'est une, comment dirais-je, une image, beaucoup plus une image comparée de l'Afrique. Et parmi toutes les écoles africaines qui existent en Martinique, je peux citer l'école rastafarienne, je peux citer aussi l'école animiste. Eh bien, l'école musulmane africaine aux Antilles devrait contribuer à faire connaître cette partie de l'Afrique, et aussi apporter des éléments substantiels dans la démarche de prise de conscience et de connaissance de l'Afrique au niveau de notre peuple, quoi. Donc notre association, c'est une association qui existe à Rivière-Pilote, et c'est-à-dire que je profite d'en parler aux auditeurs parce que nous avons un certain nombre de livres qui seront un petit peu présentés au public, qui parlent un petit peu de la résistance des résistants africains durant la période coloniale. Et cette résistance me semble avoir été marquée par l'activité des résistants musulmans. Alors donc, je crois que pour notre information, pour une complémentarité à la connaissance de l'Afrique, il est très important de nous visiter à Rivière-Pilote pour savoir ce que nous avons, et notamment participer à certaines causeries où, comment dirais-je, le public pourra participer, répondre à certaines questions, et dans ce cadre-là, profiter des fruits de nos recherches, parce que justement, au niveau de la recherche, nous voulons apporter une certaine complémentarité, et nous souhaitons même que, au niveau de l'élite martiniquaise, qui est à la pointe du combat pour l'émancipation et l'identitaire, puisse, pour mieux connaître l'Afrique, non seulement voyager en Afrique, mais connaître les langues qui sont parlées en Afrique, c'est-à-dire le Swahili, le Bambara, le Peul, et aussi l'arabe, parce qu'il y a pas mal d'Africains qui parlent aussi l'arabe. Donc voilà, nous comptons comme une association parmi les autres associations qui représentent différentes écoles africaines aux Antilles. D'accord. En ce qui concerne les livres qu'on va montrer quand même aux téléspectateurs, voilà. Alors, on sait que et chaque fois que l'Afrique a subi un choc, il y a toujours eu des héros pour essayer de refaire des empires. Et avec, par exemple, l'exemple de Chaka Zulu, qui a essayé de refaire l'empire Zoulou, les Zoulous étant ces gens qui viennent du ciel. Et on a vu qu'il y avait aussi Samori Touré, une époque plus récente, qui a essayé, qui est un grand résistant à la colonisation française. Et puis, il y a ceux que l'on n'a pas tellement